Bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission où on va parler naturellement de l'OGC Nice. On va débriefer ce match qui a eu lieu donc samedi soir à domicile contre le Stade Brestois. Pour m'accompagner ce soir, eh bien, c'est désormais une habitude, hein. Alric est avec nous ce soir. Comment vas-tu, Alric? En espérant que tu sois avec nous tout le long de l'émission. Salut Pancho, salut à tous. Écoute, je vais très bien. Je suis retourné au stade ce week-end. J'ai vu une belle victoire de l'OGC Nice. Donc c'était parfait. Et là, bah, si la pluie se calme un peu, ça pourrait être favorable pour que je sois là tout le long de l'émission. Un autre, enfin, je veux dire, un supporter niçois fait aussi sa première supporter, alias également chroniqueur. Nico, alias également Naninho Junior. Comment ça va, Nico? Ça va très bien, merci. Je te remercie pour l'invitation. Je sais pas si on me voit, je sais pas si on m'entend bien. On J'ai eu t'entend, on quelques t'entend soucis. parfaitement bien. J'espère qu'en termes de son, le rendu est bon également. Donc la caméra coupe un peu de ton côté, mais c'est pas grave. Et naturellement, un supporter brestois qui nous accompagne ce soir. J'ai le plaisir donc d'accueillir Jérôme de Ici c'est Brest. Donc Jérôme, je te laisse te présenter déjà rapidement et présenter aussi donc tes différents réseaux euh, que tu gères autour du Stade brestois. Bonjour à tous déjà, merci de m'accueillir dans votre émission. Moi je suis Jérôme, du coup j'ai créé une page en 2010 qui s'appelle Ici c'est Brest 2010, comme voilà, l'année de sa naissance. On gère ça avec plusieurs administrateurs. Au début j'étais tout seul en fin de compte beaucoup de passionnés m'ont rejoint, Ouais. passionnés supporters ou passionnés journalistes même, parce qu'il y en a qui font leur gamme sur nos pages. Et puis, on est sur pratiquement tous les réseaux, hein. On est Twitter, Facebook, Instagram. Pour l'instant, on n'a pas de chaîne Twitch, pardon, mais c'est en cours de réflexion. Eh ben écoute, ce sera avec grand plaisir qu'on ira, nous en tout cas, supporters niçois, se rendre sur vos différents réseaux. On va attaquer donc un peu comme on l'avait fait l'année dernière, hein, équipe en souffrance oblige sur une partie dédiée au stade brestois. Que se passe-t-il dans cette équipe? Une panne de résultats, une situation compliquée, un changement d'entraîneur, des changements de joueurs aussi avec des départs de joueurs cadres, des soucis aussi liés à la presse. On a l'impression que la période est morose du côté de Brest, Jérôme. Ouais, c'est une période qui est un petit peu compliquée, début de saison compliqué, pas de victoire pour l'instant. Mais bon, c'est pas désespéré, hein. On n'est qu'à la neuvième journée. Et puis on voit quand même des belles choses, hein, que peut proposer Brest par intermittence. Après, l'aspect extra-sportif, bien sûr, qu'il faut le voir. Il y a eu le changement d'entraîneur, évidemment, le départ de Dalloglio à Montpellier, l'arrivée de Derzakarian de Montpellier, euh, et puis évidemment des recrues, hein, qui sont arrivées à l'intersaison. Et un départ aussi que nous, on a regretté, c'est un ancien Niçois, vous le connaissez bien, c'est Romain Perrault. Ah oui. Euh, et du coup, Ouais. voilà, on voit qu'il manque aussi en défense, parce que c'est quand même un latéral extrêmement bon. Il est parti rejoindre euh, l'Angleterre. Et puis voilà, voilà, c'est un début de saison compliqué, des affaires un petit peu extra-sportives, vrai, qui impactent pas vraiment, je pense, les joueurs, ni le staff. C'est plus, ça met en rogne plutôt les supporters et la direction. Mais, euh, mais oui, ouais, c'est un début de saison un petit peu noir, comme on a connu, parce qu'on est monté en 2010. On est resté 3 saisons. La troisième saison a été une saison noire, où on est descendu. On était bon dernier avec 29 points. On n'espère pas revivre cette troisième saison cette fois-ci. Et voilà. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre le plus vite possible. Ouais, tu parlais, Jérôme, de Romain Perrault. C'est vrai que du côté de l'OGC Nice,
C'est un joueur qu'on a un peu connu et qui finalement n'a pas eu sa chance. Euh, Nicolas, toi, tu penses quoi justement de ce joueur et de son parcours suite à son départ de l'OGC Nice? Je pense qu'on l'a vu, c'est un super latéral gauche. Déjà, il a fait ses preuves à Brest. J'ai pas trop suivi son début de saison en Angleterre, mais c'est un joueur avec un parcours un petit peu atypique, qui a eu du mal à s'imposer à Nice. Il n'a pas vraiment donné sa chance parce que les rares fois où on l'a vu, il a pas totalement. Puis, il a laissé s'épanouir dans un club qui reste un petit peu en dessous par rapport à Nice à ce moment-là, de son position. Et puis, il a fait ça. On t'entend, enfin je sais pas si c'est que moi, mais on t'entend très mal en tout cas. Ouais, ouais, on t'entend Euh, pas bien, ouais. ouais, ça coupe un peu. J'ai comme l'impression que les AirPods sont en manque de batterie. Du coup, Alric, par rapport à Perrault, on sait que c'était une période où on était à la recherche d'un latéral gauche. C'est la période aussi où bon bah Vieira, c'est pas pour lui taper dessus encore une fois, mais préférer aligner un joueur comme Racine Colli. Romain Perrault, ça a été l'objet pour moi de, de gros énervements vis-à-vis de Vieira dans la gestion du joueur, dans la gestion du poste. Parce que je considérais que mettre des joueurs qui n'étaient pas à leur poste au lieu de choisir Romain Perrault, ou même à l'époque, il avait même fait ça avec Boskagli. Voilà, il y avait des choix qui n'étaient pas bons. Après, avec un peu de recul, peut-être que les joueurs n'ont pas été mis sur le terrain parce qu'il y avait peut-être, au-delà de l'aspect sportif, des problèmes de comportement ou du fait de se conformer au fonctionnement de ce que voulait le coach. Donc après, il y a des choses qu'on ne sait pas. Après, c'est un super latéral. Il avait fait une très bonne saison ou deux très bonnes saisons, je ne sais plus, au Paris FC, où il s'est un peu révélé en Ligue 2. Et puis à Brest, c'est l'année dernière, je crois. Il nous avait mis la misère quand Brest fait. Non, c'était pas la dernière, c'était il y a 2 ans, quand Brest fait deux partout contre nous. Euh, et, euh, et où il fait un super match, où il délivre une passe décisive. Enfin, il nous fait la misère absolue. Et ça m'avait fait dire à l'époque que Vieira avait vachement de flair quand même, parce que il s'était débarrassé d'un latéral dont il avait besoin et qui, lui, s'était pas gêné pour nous faire un peu la misère lorsqu'il était revenu. Mais après, avec le recul, je me dis que si ces joueurs-là n'ont pas intégré le groupe pro pleinement, c'est peut-être parce qu'ils ne correspondaient pas vraiment à ce que le club attendait. Juste... Alors, il y a une sortie son, je crois que c'est ton téléphone, Nicolas, du coup. Donc, si tu utilises ton téléphone pour Discord, il faut que tu coupes le sortie son de ton ordinateur. Je sais pas si c'est clair. Euh, Tout est coupé. ok, parce que du coup, on a un retour qui est pas franchement agréable. Mais justement, pour revenir sur Vieira, parce que c'est vrai que on a parlé de l'identité de jeu, on a parlé des résultats qui ont été progressivement négatifs. Il y a aussi l'éclosion de certains joueurs qui, suite au départ de Nice, et là je pense à Perrault, je pense également à Ensoki, qu'on a quand même pas franchement apprécié du côté de Nice. On se demande quand même si déjà le recrutement était bon à ce moment-là et si aussi l'accompagnement qu'on a eu avec ces joueurs-là était bon. Je sais pas ce que tu en penses, Nico, parce que je sais que tu as beaucoup relayé sur Ensoki sur Twitter. Et c'est vrai que c'est impressionnant de le voir délivrer ce type de prestations quand on sait que à Nice, tout comme l'équipe, hein, il était un peu au fond du trou. Est-ce que déjà tu m'entends bien? Parfaitement. Alors, moi, je vais te dire, pour moi, le plus important dans les performances d'un joueur, c'est l'environnement et le contexte. Je pense que, à l'image un peu d'un Claude Maurice à ses débuts, à l'image d'un Mizan Maolida, à l'image d'un Adam Ounas, il y a eu pas mal de joueurs qui sont arrivés à Nice et qui n'ont pas été mis, selon moi, dans les meilleures conditions pour livrer de grosses performances. Ensoki, il arrive à Nice, on est à la recherche d'un fameux latéral gauche, on est à la recherche de solidité des défensives. On va chercher un défenseur qui est à l'époque peut-être le plus gros prospect en France à son poste, mais on oublie qu'il a peut-être 10-15 matchs en pro, dans un contexte qui est totalement différent à Paris, entouré de stars, entouré de grands défenseurs
Donc forcément, ça paraît plus facile de faire de grosses performances. Il arrive à Nice et on lui demande tout de suite d'être, entre guillemets, l'un des patrons de la défense à côté d'Andante. Donc déjà, à ce niveau-là, pour moi, il y a une grosse erreur de gestion de la part des dirigeants, de la part du club d'une manière générale. Et on n'a pas laissé le temps à ces joueurs-là de grandir et on les a installés directement comme des titulaires. Et pour moi, l'erreur, elle est là. Et forcément, une mauvaise performance entraîne une baisse de confiance et une baisse de confiance entraîne encore plus de mauvaises performances. C'est un cercle vicieux et on l'a vu avec Enzo qui n'a pas été aidé par les supporters et je le comprends parce que ben, quand tu recrutes un jeune joueur, 13 millions, et qui fait par moment de sacrées erreurs, et que dans le même temps, tu laisses partir un jeune comme Malang Sarr qui est formé au club, qui est peut-être du même poste, qui part libre, je peux comprendre aussi la frustration de certains supporters, mais ça ne m'a jamais empêché de penser que Stanley Nsoki, parce que tu me parles de lui, était un super talent. Et je suis très heureux de voir que j'ai peut-être eu raison à ce niveau-là, parce qu'il fait des grosses performances à Bruges, il a prouvé en Ligue des Champions. Et ça prouve bien que l'équation contexte-environnement détermine la performance. Et que un joueur qui ne réussit pas dans un club n'est pas automatiquement un mauvais joueur. Je crois que tu as mis tout le monde d'accord, Nico. On peut stopper l'émission là-dessus, hein, si vous Non, le mais souhaitez. c'est que mon avis, mais Ah c'est non, vrai non, que mais j'ai souvent pour le cette idée coup, parce que je trouve que la critique, elle est très facile, mais si la critique, elle n'est pas constructive et si on n'essaye pas de... C'est facile de dire tel joueur est pas bon, mais si on n'essaye pas de comprendre pourquoi il est pas bon, je pense que ça sert à rien parce que Ensoki, il n'est pas capitaine de toutes les équipes de France de jeunes à l'époque, il n'est pas capitaine des jeunes au PSG, il n'arrive pas au PSG à 17-18 ans avec une sacrée réputation juste parce qu'il sait faire deux passes. Non, c'est parce qu'il a vraiment quelque chose et qu'il faut être capable d'accompagner ce joueur dans sa progression. Et je pense qu'à Nice, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui, ouais, à l'exception, par exemple, d'Amine Gouiri, où lui est arrivé et tout de suite, ça a fonctionné. ouais. Mais ça, c'est une exception parmi tant de joueurs. Misiane, ça en est aussi la preuve. Donc, c'est pour ça que je me fie jamais à une seule expérience pour juger un joueur. C'est assez juste. On va juste finir un peu le. Parce que là, on a dévié totalement sur Ensoki notamment. Mais c'est de ma faute, hein. Euh, Toi, Jérôme, par rapport au début de saison, par rapport au contexte, par rapport au recrutement, déjà, j'ai deux questions à te poser. Où est-ce que tu vois Brest dans quelques semaines, dans quelques mois? Et qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Derzakarian du côté de ton club? Je vais répondre à la deuxième question d'abord pour l'arrivée de Michel Derzakarian. Le départ de Dalloglio était inéluctable parce qu'il s'était mis un petit peu avec son comportement, ne pas vouloir discuter. La fin de saison a été compliquée l'année dernière, ne pas vouloir discuter avec les supporters, ne pas. Enfin, voilà, on ne comprenait pas ses choix de jeu, de joueurs. Enfin, voilà, et c'était un petit peu compliqué. Donc le départ de Dalloglio était inéluctable. Et ce qui nous a surpris, c'est l'arrivée de Michel Derzakarian, parce que c'est quand même un bon coach, hein. Il a été coach de Nantes, il a été coach de Montpellier. C'est voilà, un coach qui peut-être méritait un club qui joue pas le maintien, parce que nous, on est clairement là pour jouer le maintien. On n'a pas les autres, voilà, on n'a pas d'autres options que celle-là pour l'instant. Moi, oui, oui, ça m'a surpris, mais c'est un très bon coach. Pour moi, euh, il est arrivé chez nous avec des bonnes intentions, enfin, Grégory Lorenzi, directeur sportif. Ils ont travaillé sur le recrutement. Ils n'ont pas forcément eu les joueurs qu'ils auraient voulu parce qu'on n'a pas vraiment énormément de budget. Même si on a réussi à vendre Perrault, voilà, ça n'a fait que combler le déficit qu'on avait déjà. Euh, donc, il nous manque clairement un défenseur central d'expérience, un milieu défensif d'expérience. Voilà des joueurs sur lesquels tablait Michel Derzakarian et que malheureusement, pendant le mercato, on n'a pas réussi à avoir. On a recruté des joueurs, Agoumé par exemple, c'est un milieu relayeur qui est en prêt de l'Inter de Milan. Un latéral finlandais qui est international finlandais, c'est Ilronen, en remplacement justement de Romain Perrault. Et puis un gardien. Alors, on avait un gardien qui s'appelait Gauthier Ouais. Larsonneur, qui est un bon gardien, Qui avait fait issu de la formation Brest. un match, il me semble, l'année dernière chez vous. Il avait été sensationnel. Je crois qu'on fait 0-0. Il avait tout sorti, si je dis pas de bêtises. Ah oui, oui, je crois que c'est contre Nice qu'il a fait sa Il y a meilleure 2 ans. performance l'année dernière.
Il avait été énorme, ouais, il avait sorti énormément de beaux arrêts. Et puis cette année, je sais pas, ils ont voulu l'expérience d'un international. On a été chercher donc Bizot, Marco Bizot, un gardien néerlandais, qui est arrivé quelques jours juste avant le début du championnat. Donc c'est dur pour un joueur qui n'a jamais été à l'étranger, qui se retrouve en France, à Brest, au bout du monde, de s'acclimater au plus vite, de faire connaissance avec le groupe voilà, et d'être titulaire dès le premier match, quoi. Donc nous, ça nous a surpris évidemment que Gauthier Larsonnère soit directement sur le banc. Voilà, pour l'instant, au niveau de Bizot, le meilleur match qu'il ait fait, c'est contre vous, hein, contre Nice. Il a sorti vraiment de très beaux arrêts. Euh, Sans lui, on aurait sûrement un score beaucoup plus lourd, hein. On parlait de 5-0 tout à l'heure, je pense que c'est ça. Euh, et voilà, donc à peu près les recrues qui sont arrivées, le nouveau coach. Donc la mayonnaise, pour l'instant, elle ne prend pas. Donc bon, c'est pas désespéré non plus, on voit quand même des belles choses. Mais voilà, il va falloir, comme l'a dit en conférence de presse, euh, ou dans la presse, dans l'équipe, Grégory Lorenzi, bah, que certains joueurs se sortent un petit peu les doigts du cul, en gros, hein, Et, Attention à ce que tu et, dis, et, parce qu'il y a et non, quelqu'un qui a dit autre chose. et non se mettre des doigts dans le cul, comme a dit Wabi Kazri après c'est ça. C'est Saint-Denis. pour ça que c'est ça, j'ai réutilisé ça parce que c'était la bonne expression, du coup. Oui, alors justement, la transition est toute trouvée. On va attaquer sur le match et puis on va évoquer justement le stade brestois sur ce match. Alors tu dis que t'es pas trop inquiet parce que tu vois des belles choses. Alors t'as vu tous les matchs, je suppose, Jérôme, donc t'as beaucoup plus de recul, je pense, que nous trois réunis. Je te l'ai dit en off avant l'émission. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué dans la déclaration de Franco Nora à la mi-temps du match. Alors, je cite, on n'arrive pas à déployer le football qu'on sait faire, deux points, bloc bas et jouer les contre-attaques. Est-ce que c'est ça le foot de Derzakarian sur son projet finalement? Non, il est arrivé, en fait, Michel Derzakarian, avec un projet de jeu. Il a essayé de le faire dans les matchs de préparation. Ça a été un bide, parce on a perdu la plupart, allez, on va dire 99% de nos matchs euh, de préparation. On a gagné contre une CFA2, Plabennec. Donc voilà, mais pour le reste, voilà, on a vu une équipe qui se construisait avec une défense à 3, enfin, voilà, un milieu à 5, voilà, donc c'est pas, enfin, c'est une nouvelle approche qui est venue avec Michel Derzakarian. Ça n'a pas pris, donc il est repassé en 4-4, en 4-3-3 ou en 4-4-2. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui met en défaut certains positionnements, euh, certaines, euh, certaines attaques. Enfin voilà, on voit qu'il essaye de mettre quelque chose en place, mais que les joueurs n'adhèrent pas vraiment à son discours et à ses propositions. Donc c'est pour ça que le directeur sportif, Grégory Lorenzi, est un petit peu intervenu dans la presse en disant, ben voilà, c'est le coach qui décide de ça et certains joueurs feraient bien d'écouter ce que propose le coach, quoi. En gros, c'est ça, hein. Votre avis, supporter niçois, donc Alric, dans un premier temps, sur la performance brestoise sur ce match? Ah, contre nous, bah, je crois qu'au final, ils ont deux ou trois situations euh, avec une occasion franche, un but, et c'est absolument tout, de mon point de vue. Donc, ils s'en sortent très bien de ne perdre que 2-1. Ça prouve qu'on a manqué de réussite et de justesse devant le but à certains moments. Et même si Marco Bizot a fait quand même un super match parce que et Andy Delors et Amine Gouiri se sont mordus les lèvres face à ces arrêts assez impressionnants par moment. On a aussi manqué beaucoup de réussite. Et comme je le disais, ouais, ils s'en sortent très très bien de ne pas prendre une valise, au moins à la mi-temps en tout cas. On va maintenant se baser sur le résultat de l'OGC Nice. L'intitulé de cette partie-là, c'est une victoire courte pour un match conquérant. Est-ce que selon toi, Nico, c'est assez juste sur ce match-là?
Oui, ouais, c'est juste parce que justement, ces derniers temps, on pointait, et Christophe Galtier le pointait lui-même, l'inconstance de l'OGC Nice sur la durée d'un match. Et je pense que là, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu l'OGC Nice mettre autant d'intensité et tenir 90 minutes un match complet. Là, ils l'ont fait contre Brest. Et paradoxalement, c'est peut-être le match le plus serré au niveau du score. Je parle à Saint-Etienne, on gagne 3-0 alors qu'on joue pas forcément 90 minutes complet. Là, on gagne 2-1 alors que, voilà, comme l'a dit Elric, on peut en mettre 3 ou 4 de plus. Euh, donc, personnellement, moi, c'est un match qui me rassure parce que j'ai vu une équipe capable d'imposer son rythme sur la durée. Euh, à vrai dire, avant le match, j'avais un petit peu peur de revoir le match qu'on a pu voir contre Reims parce que j'ai toujours peur avec la patte Galtier contre les blocs bas. Connaissant Michel Derzakarian, je savais qu'ils allaient nous attendre et essayer de nous faire très mal en contre, notamment avec la vitesse de Franco Nora, avec l'agilité technique de Romain Fèvre et le très très bon jeu de tête de Steve Mounier. Donc j'avais très peur de ça. Et puis finalement, on a réussi à trouver des solutions parce qu'on a mis beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme dans nos transmissions, pardon. Donc personnellement très rassuré et je pense que le staff va pouvoir vraiment capitaliser sur ce match-là parce qu'il y a pas mal d'équipes qui vont nous attendre. Parce qu'on a vu que quand on a une équipe en face qui fait du jeu, ben, on se régale. Parce que Christophe Galtier adore les espaces et on a des joueurs justement pour se régaler à ce niveau-là. Donc je pense qu'on a vraiment de quoi être content de cette victoire si on ne s'arrête pas uniquement au score de 2 buts à 1 parce qu'il y a beaucoup de points positifs à retenir. Ouais, c'est vrai que je te rejoins assez sur le fait que ce match est paradoxal, puisque, comme on le disait juste avant l'émission, c'est le match le plus maîtrisé depuis le début de saison, et pourtant, le score apparaît étriqué. Alric, justement, toi, comment tu analyses ce match? Est-ce que tu es rassuré ou pas? Bah, je suis rassuré déjà on n'ait pas vu l'OGC Nice qui relance les équipes mortes, ou morts vivantes en tout cas. Je suis rassuré qu'on n'ait pas vu cette OGC Nice-là. Après, je suis rassuré parce qu'effectivement, quand on voit la première demi-heure du match, il y a littéralement qu'une seule équipe sur le terrain. Où, voilà, comme je l'ai dit, si Marco Bizot sort par quelques arrêts et si on manque pas de réussite, il y a 3-0 et merci, bonsoir, on peut plier bagages. On a failli passer tout proche de la correctionnelle quand même parce qu'à force de justement pas être en réussite, cette occasion de Steve Mounier, je crois qu'elle me fait avoir un coup de chaud assez sévère parce qu'elle passe vraiment tout proche de la cage de Benitez. Après, en seconde mi-temps, je nous ai trouvé intéressant parce qu'on a réussi à maintenir ce niveau d'intensité et ce niveau de pression. Je trouve un peu regrettable par contre qu'on prenne un peu un but casquette en fin de match. Parce que autant 2-0, on pourrait dire, oh, on aurait pu en mettre plus. Mais 2-1, je trouve pas ça, je trouve ça dommage. C'est vraiment le petit caillou, le petit point négatif de ce match. On aurait pu finir sur un clean sheet et on n'a pas réussi à le faire jusqu'au bout. Après, oui, c'est un match qui est très intéressant sur lequel il faut capitaliser. Maintenant, je ne peux pas passer à côté du manque de justesse technique et de réussite devant parce que face à une équipe comme Lyon, par exemple, dans 3 semaines, si on n'est pas capable de se mettre à l'abri, on peut se faire punir. C'est surtout ça. Ouais, effectivement. Jérôme, toi, comment t'as vu ce match? Est-ce que à 2-1, alors qu'il restait quelques minutes, t'as cru au hold-up ou pas? À un moment, j'y ai cru, ouais. Bah, parce qu'il faut toujours y croire, hein. Quand on est supporter, on y croit toujours. À un moment, j'ai cru, mais j'ai vu, bon, on a marqué 92e, 80, je sais plus, 90e, 92e. Euh, avec 6 minutes d'arrêt de jeu, si je me rappelle bien. Euh, je- Et puis, je voyais qu'il se passait la balle derrière. Je dis, bon, bah, bon, c'est pas avec ça qu'on va aller chercher le nul. Donc, moi, ce que je voulais voir, c'était des gars qui allaient vers l'avant, qui en voulaient et essayer d'aller chercher le hold-up, justement. Et non, non, bah, j'y ai cru, voilà, quelques secondes, on va dire. Parce que c'est vrai que même moi, quand j'ai regardé le match, j'ai été étonné de voir, ne serait-ce que sur le pressing exercé de Brest, il a commencé vers la 75e en fait. C'est étonnant, c'est étonnant. Je pense que jusqu'à la 75e, 80e, on avait peut-être une emprise sur le match, que ce soit technique, que ce soit tactique. Et finalement, bon, on a fait quand même pas mal de changements et Brest a commencé à avoir un peu plus le ballon. Et
Bon, première, je crois que c'est une tête cadrée. Voilà, il y a eu peut-être deux tirs cadrés. Et puis, bon, la passe décisive sur le but de Honora, je crois que c'est Fèvre qui rate complètement sa frappe. Ça atterrit. Oui, Enfin, on a l'impression que le but, bon, il est assez. Je vais pas dire chanceux parce que la finition est belle de la part de Honora, mais en tout cas, la passe à ce moment-là, elle était quand même assez chanceuse. ouais, elle est complètement involontaire. Lui, il veut tirer au but et il se dévisse et du coup, c'est Honora qui récupère et qui fait je crois que c'est un plat du pied ou Ouais, un extrait, je sais plus. Euh, et du coup, oui, il Ouais, marque frappe dans coup de un pied, an. premier poteau. Ouais, Je c'est ça. reproche à Benitez d'ailleurs de ne pas avoir fermé son poteau. Oui, il n'a pas Mais fermé vas-y, son. excuse-moi. Oui. Il n'a pas non, fermé son. Mais du coup, ouais, ouais, c'est. Bon, on va dire que c'est un but chanceux parce que moi, je ne le voyais pas du tout arriver. Déjà, je veux dire, la première demi-heure, on est complètement dominé dans tous les compartiments du jeu, avec vraiment des joueurs qui transpercent notre défense comme dans du beurre, quoi, dans du beurre salé breton. Mais du coup, naturellement. ouais, du coup, je me dis, mais ce match-là, on va prendre une fessée, quoi. Donc, et oui, c'est ça. Il y a Marco Bizot qui fait de super arrêts. Gouiri, que j'ai trouvé moins dans son match que les autres. Delors, Delors, il a tenté, beaucoup tenté. Il n'était pas en réussite, du coup. Mais Delors, c'est un super joueur, quoi. Vous avez la chance d'avoir Ah, un super joueur dans ce club-là. Gouiri, c'est pareil. C'est vraiment une perle, ce joueur-là aussi. Et Lotomba, que moi j'ai découvert, du coup, je ne le connaissais pas du tout. ah bah nous aussi on l'a Le découvert, hein, je Suisse, pense, hein, sur ce match, hein. le Suisse, c'est pareil, c'est Steak, c'est Non, ça? non, 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 Steak. non, tu peux pas dire ça, c'est interdit. Non, le Suisse c'est Lotomba Stanks, et oui. Stanks est hollandais. Le Stanks, le Hollandais, bon, Ouais, ouais. voilà, pareil, le Stanks, c'était, voilà, enfin, j'ai trouvé, du coup, cette aile-là, enfin, qui transperçait notre défense, notre milieu, enfin, et nous, on n'avait pas vraiment de milieu, hein, on jouait entre la défense et l'attaque, on balançait les ballons devant, comme on est habitué à le faire depuis que, on sait que Mounet récupère tout de la tête, mais bon, pas à tous les matchs, hein, donc, euh, donc voilà, c'était un match compliqué pour nous. Et moi, je ne me voyais pas du tout faire un 2-1 à la fin, quoi. Je me voyais plutôt avec un 5-0. Oui, c'est vrai que sur le début du match, euh, on- on- c'est vrai que l'entame, enfin là on a réalisé une superbe entame, un match complet, mais à l'image de Delors qui a eu je ne sais combien d'occasions de la tête, je pense qu'il détient un record par rapport à ça parce que Bizot en sort deux ou trois en première mi-temps. 3, je crois. Euh, on a manqué de finition. Alors, est-ce que pour autant, selon toi, Nico, ce manque de finition, on va dire offensive, là j'englobe vraiment les joueurs offensifs, est-ce que selon toi, c'est inquiétant ou pas? Non, et c'est bien que tu me lances dessus parce que justement, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Pour moi, il n'y a rien d'inquiétant parce que je pars du principe à partir du moment où tu te crées des occasions, c'est que c'est positif. Alors, bien évidemment qu'on aimerait tous marquer 4-5 buts par match, mais c'est vrai que ça fait quelques matchs qu'on manque un petit peu d'efficacité à Lorient. D'un coup, on a gagné. Mais si tu regardes bien, il me semble qu'on est la meilleure attaque de Ligue 1 ou l'une des meilleures attaques de Ligue Oui, 1. On c'est en met ça. 4 à Bordeaux, on en met 4 à Lille, 3 à Saint-Etienne, 2 contre Monaco. Je pense qu'il y a pire offensivement que le GC Nice. On en met quand même, on en met 2 hier aussi. Donc, même s'il y a beaucoup d'occasions, on sait marquer. Et surtout, on a les joueurs. On sait très bien qu'Aguerd retrouvera son efficacité, qu'Andy Delors mettra ses buts, que Caspar Dolberg enchaînera les buts également. Donc, moi, à ce niveau-là, j'ai zéro inquiétude. Et je suis même rassuré de se voir de voir qu'on se crée autant d'occasions sur tout un match et que surtout, euh, les buts peuvent venir de n'importe qui. Hier, on le voit, c'est deux défenseurs qui marquent sur deux situations différentes. Euh, on voit que ça peut venir des excentrés, que ce soit Calvin Stengs ou Justin Kluivert, par exemple, quand il sera là, ou Claude Maurice quand il reviendra, du double pivot, enfin du double duo d'attaquants. Donc, très, très rassuré là-dessus. Et d'ailleurs, tu vois, ça me fait un petit peu penser à l'époque, alors c'est pas du tout la même équipe, mais j'avais eu le même sentiment l'année Ben Arfa, où j'avais l'impression que cette équipe était capable de marquer à n'importe quel moment, et que même si tu encaissais l'ouverture du score, tu te disais, ok, on a pris un but,
Mais derrière, tu sais que à n'importe quel moment, ça peut venir de partout. Le danger peut venir de partout. Et j'ai ce sentiment-là quand je regarde un match cette saison avec le GC Nice. C'est une récupération anodine au milieu de terrain d'un des deux tracteurs au milieu. Tu sais que ça peut très vite déboucher sur un but derrière. Donc franchement, moi, à ce niveau-là, je suis très très serein. Là où j'attends l'équipe, c'est franchement être capable de tenir sur 90 minutes parce que je pense que quand tu vas jouer des Lyon, des Monaco, des Paris, si tu vas commencer à laisser 15-20 minutes en d'intensité, tu vas le payer. Mais sinon, le reste, moi, je suis serein. Puis Tu, j'ai confiance aussi en l'exigence et la rigueur de Galtier. Il va les faire travailler devant le but et franchement, je suis confiant. tu soulignes un critère important et je le traduirai par justement un dépassement de fonction. Quand Barr termine numéro 9 sur le second but, quand Lotomba se voit refuser un but hors jeu, on a vu quand même des choses, un football on va dire un peu total, c'est-à-dire que Barr il récupère le ballon, il se projette, il joue de 1-2, il finit numéro 9, il met le but de la tête. Waouh quoi, enfin ça fait plaisir. Donc je te rejoins assez là-dessus, Nico, sur le fait que certes les joueurs offensifs n'ont pas marqué, mais on a justement des possibilités. Et quand je vois que Stengs croque, parce que pour moi il croque totalement le petit piqué sur la barre, Stengs doit au moins en mettre un ou deux, Alric, sur ce match. Oh, c'est pas celui-là qui croque. Il croque son action de première mi-temps où la cage est totalement ouverte. Ah oui, oui, Là, oui, j'avais je oublié pense que c'est celle-ci. un manque de concentration. C'est vrai c'est vrai qu'il apprend du tibia, qu'elle n'est pas si facile que ça. Mais si tu es plus concentré, celle-là, elle finit au fond. Après, son piqué sur la barre, je pense que c'est celui où il a le moins de chance parce qu'il fait le bon geste. Pareil, Amine Gouiri qui est pas suffisamment concentré parce qu'il doit réussir à le mettre au fond quand il revient sur lui. Non, moi je pense que là où il ne doit pas rater, c'est le ballon en profondeur que lui donne Andy Delors, où il est seul face au gardien et il tire au-dessus. Et son action de fin de match où il s'emmène un peu les pinceaux et il tire à côté. Voilà, là c'est vraiment trois occasions où tu dis ah, ça manque encore d'efficacité. Après, je rejoins Nico sur tout ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Quand je dis que le manque d'efficacité peut nous coûter très cher, c'est exactement ce qu'il dit. Il y aura des matchs où on aura du mal à tenir 90 minutes l'intensité. Et donc, il y aura des matchs où on va laisser 10-15 minutes parce qu'on ne pourra pas faire autrement, parce que l'équipe en face poussera très fort. Et si dans ces matchs-là, on n'arrive pas à se mettre à l'abri alors qu'on mène au score et qu'on maîtrise les trois quarts, eh bien, on pourra se faire punir plus facilement. C'est pour ça que, il n'y a rien d'inquiétant, je suis d'accord avec lui, mais c'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de pas marquer 3 4 5 buts quand les occasions sont là. Parce que tu as 17 tirs dans le match, parce que tu as 8 tirs cadrés. Tout ça, ça résume le fait qu'on aurait dû mettre beaucoup plus de buts et que l'opposition en face l'a permis aussi d'avoir ce nombre d'occasions importants. Parce que sans manquer de respect au stade brestois, il y avait quand même un bon niveau d'écart, voire deux, sur ce match-là entre Nice et Brest. C'est vrai que ce serait bête de perdre le titre de champion de France au goal average par rapport au PSG. Je suis assez d'accord avec toi, Alric. Mais À cause de nous en plus. Juste, tu vois, quand on parle d'efficacité offensive, et notamment des joueurs offensifs, il n'y a pas uniquement le but. Tu vois, hier, par exemple, on en parlait tout à l'heure en off, Pancho, Amine Gouiri, je pense qu'il fait pas son meilleur match à Nice. Tu le sens en dedans, tu le sens relâché, tu le sens moins incisif, moins percutant sur ses prises de balles, mais au final, il te sort quand même une passe décisive. Donc, et Andy Delors l'avait dit à son arrivée, je suis un attaquant qui aime marquer, aime faire des passes décisives et créer des situations. Et hier, Amine Gouiri fait sa passe décisive. Donc si tu vas par là, l'attaquant, il est décisif également. Il n'y a pas que le but. Et, c'est vrai. et ça, c'est important de le souligner parce que dans la saison, forcément que sur certains matchs, l'attaquant ne marquera pas, mais ça va être important aussi qu'il puisse faire sa passe décisive. Oui, ne serait-ce que pour la confiance, hein, parce que on sentait quand même que c'était important pour lui sur ce match que de se procurer les occasions et d'essayer de marquer, parce qu'il avait besoin je pense, de ce déblocage-là. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il peut être décisif pardon, en faisant des passes décisives, mais ce qu'il a besoin, enfin ce dont a besoin un attaquant, c'est aussi de marquer, principalement de marquer. Donc, donc c'est vrai que sur ce match, comme tu le dis, Nico, il n'a pas été à son avantage. Gouiri, comme depuis quelques matchs. Est-ce que Alric, on peut être inquiet pour Gouiri? Là, je corse un peu le trait, mais est-ce qu'il y a de l'inquiétude pour Amine Gouiri?
Non, non, inquiétude pour Amine Gouiri, non, parce qu'il a délivré sa passe décisive, parce qu'il s'est créé des occasions. Alors effectivement, un attaquant, ça a besoin de marquer des buts, et Christophe Galtier le soulignait en conférence d'après-match. Il disait, c'est bien que nos défenseurs aient marqué, parce que ça prouve que les buts peuvent arriver de n'importe où. Maintenant, il faut que les attaquants marquent aussi. Et bon, il a été peut-être un peu plus en dedans, encore que ça veut dire quoi être en dedans? Peut-être qu'il a fait il a fait un bon match. C'était pas comme à Lorient, c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Non, il a fait un bon match. Il s'est créé des occasions. Il est tombé sur un gardien qui a su répondre présent. Donc, euh, donc non, non, moi j'ai aucune inquiétude pour lui. Eh bien, vu qu'on a commencé à faire un focus sur les performances individuelles, je vous propose qu'on passe justement à la rubrique top flop avec un joueur qui n'a de cesse de nous impressionner, hein, je crois. C'est Melvin Barr. Alors, le gars, déjà, faut quand même recontextualiser. Le mec, on le prend, on se dit, ah ben super, Hassan Kamara a une bonne doublure. Au bout du second match, il est titulaire et il sort depuis ce déplacement à Lille que des belles performances jusqu'à devenir buteur ce week-end. Donc moi, clairement, je suis sous le charme. Il défend super bien, il se donne, il court, il tacle. Le public commence à l'aimer. Ça a l'air d'être vraiment le tube, quoi. Enfin, pour l'instant, Melvin Barr, Nico, je sais pas trop toi comment tu le vois. J'étais même en train de me dire juste avant l'émission, est-ce que ce serait pas, alors peut-être une enflammade, hein, mais est-ce que ce serait pas l'un des meilleurs latéraux gauche qu'on a eu depuis notre montée en Ligue 1? Derrière Cyril Roll, bien sûr. Ce qui est sûr, je pense que c'est. Et, euh, et d'Albert, je veux dire. Et Bill Chato. Je pense surtout que ça ressemble à des très très belles affaires de ce mercato Ah oui. estival parce que récupérer Melvin Bard pour 3 millions d'euros, je crois, c'est un super coup. On le savait hein, que ça ressemblait à un très bon coup. Il le confirme sur le terrain et je dirais surtout qu'il le confirme plus rapidement que prévu parce que moi, très honnêtement, je savais que Melvin Bard était capable d'atteindre ce niveau-là, mais là où je suis très surpris, c'est qu'il l'atteint très rapidement et qu'il n'a pas eu besoin d'adaptation ou pas eu besoin de quelques rentrées pour se mettre dedans. Il est complet. Seul petit bémol, c'est que je trouve qu'il n'utilise pas suffisamment son pied droit. Est-ce que c'est parce qu'il connaît ses faiblesses à ce niveau-là, mais des fois, il a des passes intéressantes du pied droit. Il préfère faire une touche en plus pour la donner pied gauche. Mais c'est un super joueur avec une super mentalité. C'est un joueur fiable qui a un super pied gauche. Et comme tu dis, qui est capable de super bien défendre un contre un, mais également de se projeter, comme le montre le but. Donc, hier, je pense que vraiment, là vient, ouais, c'est hier, ouais, vient récompenser, non, samedi soir, pardon, vient récompenser une performance XXL de Melvin Bard. Et c'est une super chose parce que je pense que ça va aussi pousser Hassan Kamara à se dépasser. Et on le voit, Hassan Kamara, quand il joue en cran plus haut, c'est un joueur sur qui tu peux compter parce que ça a l'air d'être un super gars qui se donne à 100%, qui est conscient de ses qualités, conscient de ses faiblesses, qui sait qu'il est capable de prendre la profondeur, qui va très donc, je pense qu'on a deux bons joueurs à ce poste-là. Et bien évidemment, avantage Melvin Bard parce que, il est plus complet et franchement, totalement séduit. Tu parles justement de Hassan Kamara. Euh, Les gars. Les gars, 30 secondes, je suis obligé de m'absenter. Je suis désolé, j'ai un petit souci. Je suis obligé de m'absenter, je reviens vite. Il n'y a pas de souci, Alric. Toi, ton avis, Jérôme, sur la performance de Barr, toi qui, je suppose, tu le découvrais sur ce match, ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que pour toi, c'est l'homme du match sur cette rencontre? Moi, je connaissais pas ce joueur, je crois que c'est de Lyon, il vient de Lyon, c'est ça, non? Oui, c'est ça, formé à Lyon. Ok. Formé à Lyon, je crois que j'en ai vaguement entendu parler quand il était à Lyon, mais il n'a pas dû faire, je sais pas s'il a joué en pro à Lyon. Une quinzaine de matchs à tout casser, je crois, quelque chose comme ça. Ok, avant de venir à Nice, du coup. Moi, oui, oui, vous avez franchement deux latéraux, voilà, deux latéraux complets qui savent voilà, non seulement défendre, mais aussi attaquer, faire des centres, marquer, tirer, enfin tirer au but. Que bah, nous,
on a un petit peu de mal avec nos latéraux en ce moment. Pourtant, c'est des latéraux qui sont Uronen, par exemple, le Finlandais. C'est plus quand il a été engagé pour le Stade Brestois. Euh, mais oui, moi, je découvrais un petit peu donc Melvin Barr et, franchement, une très bonne surprise. Vraiment un joueur complet, comme je le disais, hein, non seulement défensivement qu'offensivement. Donc, je pense que vous allez vous régaler avec lui. Et puis il a vraiment le. On a le sentiment que le gars est rodé en fait, qu'il a 100 matchs de Ligue 1, Oui, qu'il connaît l'exigence du haut niveau, et puis il est très complet. Alors peut-être qu'il connaîtra justement une période un peu plus compliquée parce qu'il est encore jeune, mais justement par rapport à ce choix-là de le mettre titulaire, comment t'as trouvé Hassan Kamara, Nico, sur ce match? J'ai l'impression qu'il centre mieux quand il joue un cran plus haut. Alors là, je l'ai vu délivrer des beaux centres. Euh, Lorsqu'il jouait un cran plus bas, il avait du mal justement à exécuter. Alors, juste avant de répondre à ta question, tu vois, pour rebondir, tu parlais de Melvin Barth qui, avec seulement 15 matchs en pro, arrive à mettre tout le monde d'accord. Ça confirme ce que je te disais tout à l'heure au niveau du contexte. Il arrive dans un super contexte, là, avec un entraîneur qui va le faire progresser, dans une équipe qui tourne super bien, dans un rôle bien défini. Donc, tu vois, l'importance du contexte, peut-être que si Melvin Barth arrive l'année de Patrick Vieira, il réalise pas les mêmes performances parce que il n'a pas le même environnement autour de lui. Donc, encore une fois, c'est là où je pense que l'OGC Nice a pris la bonne direction cet été en engageant Christophe Galtier parce que lui, il va faire progresser ses joueurs. Et justement, il va faire progresser Hassan Kamara dans pas mal de compartiments de son jeu et notamment offensivement dans la qualité de centre. C'est vrai qu'on lui reprochait souvent cette maladresse et moi je dirais cette précipitation où il était pas capable de faire les choses à la fois bien et à la fois vite. Donc Hassan Kamara, il découvre un nouveau poste, entre guillemets, même je crois même s'il avait déjà connu par le passé. Euh, bon, je t'avouerai que quand on va récupérer Kluivert, s'il se blesse pas tous les deux matchs et qu'on va récupérer Claude Maurice, Hassan Kamara, je pense qu'il jouera plus, mais il prouve que c'est une bonne alternative, ne serait-ce que dans l'état d'esprit, que dans l'implication et que dans l'engagement. Euh, Moi, je suis content de l'avoir dans l'effectif, je suis content de sa performance de samedi soir. Après, je ne l'ai pas trouvé transcendant, mais je l'ai trouvé très intéressant et disponible et toujours en train de se battre pour ses coéquipiers. Donc, c'est une très bonne chose et, euh, et c'est aussi une très bonne gestion, je pense, de la part de Galtier de maintenir concerné. Je l'ai trouvé meilleur à Saint-Etienne, par exemple. Tu vois, je trouve qu'il fait un vraiment bon match à Saint-Etienne. Vraiment, il fait mal à la défense stéphanoise dans la profondeur. Et Galtier le récompense ce soir par une nouvelle titularisation. Donc, il avait pas joué quelques matchs. Et Ouais, ça aussi, c'est une très bonne chose de la part de Galtier. Il sait gérer les temps de jeu. Et voilà, là, cette gestion-là, il est très bon. ouais, je suis assez d'accord avec toi, sur à peu près tout ce que tu dis et l'importance aussi de la rotation dans le groupe, parce que finalement, aligner deux fois consécutivement Camara sur un poste de milieu gauche, ça pouvait paraître peut-être un peu osé, mais finalement ça l'a fait. Comment t'as trouvé ce côté gauche, Alric, toi, au stade? Est-ce que Camara pour toi est plus une alternative ou voilà, ça va être le bon joueur de rotation qui va dépanner à droite à gauche, mais voilà. Je pense qu'il faut des joueurs comme ça aussi pour réaliser une grosse saison, hein. Un joueur qui accepte justement de jouer des petits bouts de match, de jouer les remplaçants afin de faire souffler aussi, quoi. Bah, de toute façon, c'est simple. Pour moi, si Hassan Kamara se met pas au niveau de Melvin Barr, il récupérera pas son poste de latéral gauche. Donc il restera la solution alternative pour jouer milieu gauche. Parce qu'aujourd'hui, si on me pose la question, tu préfères qui entre Bard et Camara au poste de latéral, le choix est fait. Bard, on ne touche pas du 11. Après, sur le match qu'il a fait contre Brest, je le trouve un peu comme à Saint-Etienne, je le trouve intéressant sur l'aspect défensif parce que vu que c'est un latéral, normalement, quand il faut se replier, quand il faut apporter de l'aide d'un point de vue défensif, même pour récupérer la balle assez haute, il arrive à se débrouiller. Et là où j'ai un peu plus de mal, même s'il a fait des différences, même si sa capacité de vitesse nous aide grandement, je trouve que
offensivement, il manque encore certaines choses. Je me souviens d'ailleurs par rapport au match contre Saint-Etienne où deux, trois fois il se retrouve en position pour conclure l'action et tu vois que c'est un peu compliqué quand même. C'est pas son truc, il n'est pas le plus à l'aise. Après, vu qu'il court très très vite, il peut se débrouiller à déclencher Ah, des centres. Bon, d'ailleurs, chaque fois que la balle est perdue, il y a une action où Chardonnay, il a 5 mètres d'avance sur ah ouais, Camara. ouais, bah Ouais, c'est exactement ça à laquelle je pense. oh, Ah ouais, c'est exactement ça. il lui met un trou absolument incroyable, quoi, l'accélération. Ah oui, Et c'est là que tu vois que les autres joueurs ont peut-être pas eu à ce moment-là la présence d'esprit de se dire il va y arriver. Et donc ça manquait de présence et tu te dis ah c'est dommage. Et le centre est bon, hein. Le centre rat-terre entre le défenseur et le Oui, gardien, il est très bon son centre, hein. ouais, je pense qu'effectivement il pourra faire du complément. Maintenant, s'il veut retrouver une place de titulaire à un poste qu'il connaît mieux, il va falloir se mettre au niveau de Melvin Barr parce que lui par contre Melvin Barr il a signé un CDI en tant que latéral et il n'est pas prêt de laisser sa place. Ah ouais, non, mais c'est quand même un très gros coup. Je vous propose qu'on passe aussi à l'autre aile, hein, l'aile droite. On en a parlé un peu tout à l'heure. Moi, personnellement, j'ai trouvé ce côté droit et cette association Lotomba-Stengs avec justement beaucoup plus d'automatisme. Un Lotomba qui prend des initiatives. Je disais tout à l'heure en rigolant qu'on a découvert un nouveau joueur. Nico, toi, t'en as pensé quoi du match de Lotomba et globalement de l'aile droite niçoise? Euh, Mince, j'avais pas enlevé le micro. Lotomba, je suis content de le voir à ce niveau-là parce que je pense qu'il a des qualités tout d'abord athlétiques qui peuvent être très intéressantes. Sur les premiers appuis, il fait souvent la différence parce qu'il est puissant. Et je pense que dans le système de Galtier, il peut être très intéressant parce que je pense que ça peut être un très bon contre-attaquant. À la perte du ballon, il est capable de vite se projeter. Je crois que d'ailleurs, l'année dernière contre Nîmes, il me semble, dans un match compliqué, c'est lui qui fait l'action un petit peu décisive où il récupère un ballon, il se projette. Donc très content de son match et sa présence offensive et ses débordements profitent à Calvin Stengs ou inversement parce que Calvin Stengs, on le sait, on le voit, on l'a découvert pour ceux qui ne le connaissaient pas. C'est un ailier, mais un ailier qui aime énormément rentrer dans l'axe, que ce soit avec ballon ou sans ballon. Euh, c'est quelqu'un qui aime, qui a une intelligence de jeu largement en dessous de la moyenne. Il voit tout avant tout le monde et il est capable de réaliser ce qu'il a envie de faire techniquement parce qu'il a un pied gauche absolument formidable. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de voir ce déplacement de Calvin Stengs dans l'axe pour laisser tout le couloir droit, tout le flanc droit à Jordan Lotomba ou à Youssef Attal quand il est là. Je m'attendais un petit peu à voir cette configuration-là offensivement sur le côté droit. Et hier, et samedi soir, pardon, décidément, on l'a très bien vu. Lotomba a été très très bon et je suis content parce que lui aussi, je pense que c'est un joueur qui a besoin de retrouver une certaine confiance comment dirais-je, pour optimiser tout son potentiel parce que c'est loin d'être un mauvais joueur, je pense. Je rejoins ce que dit Obi-Wan sur le chat, qui dit que le jeu vers l'avant fait toute la différence cette saison, et je trouve que l'Otomba, c'est typiquement le symbole de ce changement, parce que euh, moi, je l'ai toujours trouvé, on va dire, bon, correct l'année dernière, mais constamment la passe en retrait. Voilà, il jouait un peu de manière un peu bridée, et là, Parce que voilà. je pense que c'est ça, il n'était pas en confiance Ah oui, complètement. et je pense que toute l'animation autour ne permettait pas son épanouissement. Et aujourd'hui, comme moi, je pense vraiment que Christophe Galtier, malgré l'image qu'on peut avoir de lui, très exigeant, très rigoureux, offre beaucoup de liberté à ses joueurs à partir du moment où il respecte l'équilibre. Et Jordan Ntomba bénéficie de tout ça. Et comme je t'ai dit, je pense que c'est pas le meilleur latéral droit qu'on peut avoir, mais c'est quelqu'un qui athlétiquement me paraît très puissant, me paraît très fort. Et je pense que s'il arrive à déjà à avoir plus de conviction dans le dernier geste et à être plus précis dans le dernier geste, il va vite progresser et il pourra améliorer ses statistiques. De toute façon, la rumeur Serge Aurier, enfin je sais même pas si c'était une rumeur, j'ai plus l'impression que c'était une envie slash un peu blague, a pris du plomb dans l'aile puisqu'il a signé du côté de... Enfin du moins, je sais pas si c'est officiel, mais il est en partance pour Villarreal. Si je ne dis pas... Tu confirmes Nico? Apparemment, c'est ouais, je crois que j'ai vu que ça a été signé. Ouais. Donc bon, sans blessure, Lotomba en un et Attal en 2 sur la saison.
pourquoi pas. En Euh, 8. Est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose par rapport aux performances? J'aimerais quand même aussi mettre en avant euh, une performance. Alors, on en a parlé pour le stade brestois. Andy C'est Delors. Andy Delors. Vas-y, on t'écoute, Il Alric. faudrait qu'on parle d'Andy Delors. Ouais, il faudrait qu'on parle d'Andy Delors. Moi, Il faudrait qu'on. Bon, on sait pas. On le sait, hein, c'est un super joueur. On sait que c'est un super attaquant, un super buteur. Mais je pense que depuis qu'il est arrivé, on prend. Enfin, moi, en tout cas, je prends conscience de tout ce qu'il peut apporter d'un point de vue collectif. Il a eu des occasions, il est tombé sur un gardien qui a fait le match de sa vie un petit peu. Mais surtout, les décalages, les récupérations, l'activité au milieu de terrain, l'effort défensif. C'est impressionnant. Je pense qu'à tous les matchs, il mérite au moins une passe décisive ou un but. C'est incroyable ce qu'il fait sur le terrain. Il Il- est puissant, il a pris un nombre incalculable de ballons de la tête. C'est incroyable. Puis il est instinctif. J'adore les attaquants instinctifs. Lui, il s'en fout de là où il est. Il tente une frappe, une tête. Il s'en fout, il tente. Et comme il est instinctif, il surprend tout le monde. c'est vrai qu'il est assez incroyable. Déjà, une mentalité qui colle parfaitement avec ce qu'on attend, je pense, des joueurs du côté de Nice, et puis une polyvalence aussi dans sa palette offensive, hein. Le gars peut jouer dos au but, il a un superbe jeu de tête, il est altruiste. Je suis complètement d'accord avec toi. Jérôme, t'en as pensé quoi de la performance de Andy Delors, euh, toi, sur ce match? C'est un joueur que j'aime beaucoup, moi aussi, hein. Je suivais déjà à Montpellier. Sa doublette avec Laborde, c'était vraiment une belle doublette d'attaquants, hein, qui était vraiment complémentaire. Que ce soit l'un qui était buteur, l'autre qui était passeur décisif ou inversement. Donc ils avaient vraiment une belle relation. Oui, le match qu'il a fait contre nous, voilà, il n'a pas été, je veux dire, il n'a pas été béni par un but, mais il aurait, oui, largement mérité de marquer au moins un but contre nous avec tout ce qu'il a tenté, de la tête, voilà, des tirs. Non, moi c'est un joueur que j'admire énormément. Non seulement parce que c'est quand même lui qui nous a sauvés l'année dernière, on l'a mis un petit peu en piédestal quand il avait gagné contre Nantes. Euh, on l'avait mis même en photo de couverture chez nous dans nos réseaux, hein, parce que, parce que voilà, c'était. Mais moi, c'est un joueur que je suivais déjà depuis longtemps. Donc, c'est vraiment un super attaquant et avec un très bon état d'esprit. On en a parlé la semaine dernière, Nico, par rapport à Delors. Il me semble que c'était l'émission de Saint-Etienne. Selon toi, est-ce que... Alors, on sait que la rotation est un facteur très important dans la méthode Galtier, ça c'est sûr. Mais Delors, de match en match, le gars, t'as l'impression que, en fait, il attaquera, quoi, que ce soit avec Gouiri ou Dolberg, le mec, il attaquera, il sera sur le terrain titulaire, quoi. ce qui est sûr, c'est que bon courage à Christophe Galtier pour expliquer à l'un des trois qui va pas débuter un match, parce que moi, j'ai pas envie de voir Amine Gouiri côté gauche, mais en même temps, j'ai pas envie de voir l'un des trois sur le banc, donc ça va être compliqué. Mais bon, on va pas s'en plaindre, hein, c'est un choix de riche. Maintenant, sur ce match-là, même si, encore une fois, il n'y a rien à dire sur Andy Delors, moi, c'est surtout la performance de Mario Lemina, milieu de terrain, Ah ouais. qui continue de m'impressionner. Très Oui, honnêtement, encore. très honnêtement, jamais je n'aurais pu imaginer qu'on retrouve un tel joueur en prenant Mario Lemina. C'est un joueur que j'ai toujours suivi parce que voilà, je suis le football de manière générale. Ça a toujours été un très bon footballeur. Mais là, je trouve qu'aujourd'hui, il joue beaucoup plus avec sa tête. Voilà, moi, j'étais au stade, pendant quelques minutes, je l'observais. Il est toujours en train de scanner, avec ballon ou sans ballon d'ailleurs, pour savoir où il doit se placer. Il a une intelligence de jeu folle. Et puis, il apporte une sérénité avec Rosario au milieu qui est absolument exceptionnelle. Il récupère un nombre de ballons, c'est affolant. Pour le bouger, je pense qu'il faut y aller. Euh, et honnêtement, vraiment, je suis bluffé par ses performances depuis le début de saison. D'ailleurs, je crois que l'équipe marque qu'en termes de notes, il est quatrième meilleur joueur de la saison jusqu'à présent. Et quand on m'a dit que c'était un choix de Galtier, au début, j'étais un petit peu dubitatif, même si je lui faisais confiance. Et maintenant, je comprends pourquoi il le voulait absolument. C'est un régal d'avoir un joueur comme Mario sur le terrain. Et dernière chose, après, je laisserai la parole sur les performances individuelles.
Je voudrais juste revenir un petit peu sur la période que traverse Amine Gouiri. Euh, Moi, ce que j'aime énormément chez Amine Gouiri, et encore une fois contre Brest, même s'il n'a pas été enrichi dans ses choix, il se cache jamais. Et pour moi, ça, c'est la marque d'un grand. Euh, tout le temps en train de réclamer le but, il est tout le temps en train de tenter quelque chose, d'oser. Et ça, malgré un contexte qui est peut-être un peu plus compliqué pour lui en ce moment, même si j'ai des doutes sur le fait qu'il ça en dit long sur la mentalité et sur la force mentale du joueur. Donc, important aussi pour moi de revenir sur la force de caractère d'Amine Gouiri, qui hier s'en sort avec une passe décisive, qui à Saint-Etienne s'en sort avec un but, certes un petit peu chanceux, mais qui est toujours, même dans des périodes compliquées, en train d'essayer et de se montrer et de faire des différences dans le jeu. Donc voilà, c'était les joueurs un petit peu que je voulais mettre en avant sur notre plan, même si on pourrait parler des 11 et des entrants. Donc voilà. Pour finir justement sur les joueurs de l'OGC Nice, on a beaucoup mis en avant la performance de Lemina. Donc moi j'ai vu le match en rediff, donc ça m'a permis un peu de me laisser bercer par tous les tweets autour de Lemina, que j'ai trouvé fabuleux comme depuis le début de saison. On a l'impression que le gars, il sait tout faire et en même temps qui s'est intégré d'une manière express. Mais la doublette avec Rosario a été fabuleuse hein, aussi. Hein. Vraiment une complémentarité assez incroyable. J'aimerais qu'on parle aussi d'un joueur. Alors là, c'est pas un joueur de Nice, hein, c'est un joueur de Brest, on en a parlé. La performance de Bizot, Jérôme, est-ce que t'es étonné? Comment tu le sentais depuis le début de saison? Vraiment, selon moi, sur le match, il y a deux joueurs qui font un bon match, Bizot, et en dessous peut-être Franco Nora qui s'est donné sur le match, a couru et a été récompensé par un beau but. Oui, bah, pour la performance de Bizot, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est un gardien qui est arrivé vachement tard en recrutement à l'intersaison. Il a sûrement mis du temps avant de s'acclimater à la Bretagne déjà et au groupe. Et du coup, il est devenu titulaire en puissance tout de suite. Il n'a pas donné satisfaction. Il a fait quelques erreurs de relance, de placement. Enfin voilà. Mais il sort le match, c'est contre vous, contre Nice. Il sort un gros match, même si on perd 2 buts à 1. Il nous évite de prendre une fessée, tout simplement. Donc, non, dans ses relances, dans ses parades sur sa ligne, euh, dans ses prises de balles, enfin voilà, on voit que c'est peut-être le match qui va peut-être le débloquer et montrer vraiment son vrai niveau, parce que c'est un très bon gardien. Hein. On l'a pas fait venir de Hollande pour rien. Il était à Agmar avant. Il a joué l'Europe, enfin voilà, l'Europa League. Donc c'est un gardien qui est confirmé. Il a une trentaine d'années. Donc voilà, moi je pense qu'il faut aussi, comme l'équipe, lui laisser le temps de s'intégrer. Et je pense que ça l'a sûrement mis en confiance de faire des arrêts comme ça, même si on perd le match. Est-ce que selon toi, justement, Et le fait de le positionner en numéro un, c'était justifié par rapport aux performances de l'Arseneur ou pas? non, clairement non. Parce que voilà, il y a eu une espèce de petit incident l'année dernière diplomatique entre deux gardiens, c'est-à-dire que Dalloglio a voulu faire un turnover des gardiens. Il s'est dit, bon, bah, Gauthier Larseneur ne donne pas satisfaction, je vais faire rentrer Cibois, donc, qui est le gardien remplaçant, qui est actuellement blessé. Et du coup, ça n'a pas fonctionné, ça a été pire même. Voilà, il a fait quelques erreurs, de grosses erreurs de relance, pas concentré sur tout un match. Enfin, voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc l'Arseneur est revenu, et puis bah, il a quand même il a quand même mal pris, quoi, plutôt de faire banquette. Et voilà, ça a été un petit peu compliqué pour lui. Il pensait sûrement partir aussi à l'intersaison. Voilà, il était dans les petits papiers de Lille. Quelques clubs le voulaient, mais bon, Brest en réclamait un petit peu beaucoup trop, je pense. Un petit peu gourmand. Et donc l'arrivée de Bizot, voilà. Mais il reste un Kizef, un Brestois formé ici. Euh, et du coup, il a l'état d'esprit bah, de rester sur le banc cette fois-ci. Voilà, c'était des intentions
de départ de Michel Derzakarian quand il est arrivé, d'avoir un gardien d'expérience. Euh, et du coup, là, on voit les performances actuelles de Bizot. Ce match-là, voilà, confirme peut-être qu'il a des meilleures intentions, en tout cas, de, de continuer à rester le numéro un et l'Arsenal numéro 2. En ce qui concerne Honora, pour moi, oui, il peut faire mieux. Il arrive à transpercer les défenses grâce à sa vitesse. Euh, il a, il a une technique aussi qui est bonne, quoi. Donc, il a un jeu de passe aussi. Euh, et moi, je trouve que c'est un joueur avec qui a fait l'année dernière de très bons matchs. Il nous a mis de très beaux buts. Mais il le sait, il l'a dit lui-même, il peut faire beaucoup mieux. Et voilà, sur ce match, c'est lui qui, oui, un petit peu sauve les meubles. Que ce soit, il est dans l'offensif, il essaye de créer, euh, de donner le ballon, mais quand ça ne suit pas, c'est compliqué. Euh, Après, là, on a vu un Fèvre aussi qui est moins dans un jeu, quand on n'a pas le jeu en notre faveur, ben, c'est quelqu'un qui reste discret sur le terrain. Et quand on a pas ces comment dire, ces deux joueurs qui créent le jeu, Honora, Fèvre, ben, on se retrouve dans des difficultés vu que notre milieu relayeur, milieu défensif, sont un peu à la rue en ce moment, que ce soit Belkebla ou Agoumé. Donc on n'a pas de relayeur vraiment. On essaye, les offensifs essayent d'aller chercher le ballon derrière, de le monter, mais à chaque fois, voilà, ils n'arrivent pas à aligner trois passes. C'est plus compliqué d'aller vers le but adverse. Moi, c'est ce que je vois, c'est la difficulté de l'équipe dans chaque zone, en fait, Hmm. que ce soit pour la relance, euh, pour la défense, pour créer du jeu à partir du milieu, dans les passes. Quand on n'arrive pas à aligner quelques passes, ben, on n'arrive pas au but adverse. Voilà, moi, ce que je vois comme difficulté cette année, c'est ça. Et Honora a essayé de montrer quelque chose sur ses derniers matchs. Hein. C'est pas le seul match où il était vraiment percutant, on va dire. Euh, et on voit Cardona de l'autre côté, lui, par exemple, il n'a fait euh, aller aider Jean-Kévin Duverne en défense. C'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps, en fait. C'est que il est cramé au bout d'une mi-temps, il essaye d'aller vers l'avant, mais il revient souvent derrière parce que ben, c'est pas il couvre en fait le latéral qui est Duverne. Et du coup, c'est tout ce petit, ces petites complications qui font que l'équipe, voilà, dans chaque zone, a a des faiblesses, quoi. Et ces faiblesses-là, il va falloir les changer. Les corriger rapidement parce que Et c'est vrai que il faut- mathématiquement, là pour l'instant, le Stade Brestois est dans une situation compliquée. Mais quand même, ton discours semblerait-il assez optimiste pour la suite. Donc on verra comment ça se passe. Messieurs, on va passer au quiz. Le quiz que vous connaissez. Donc, Jérôme et Nico, je vous présente un peu, c'est très rapide. Hein, c'est 5 questions mêlant justement l'OGC Nice et le Stade Brestois au travers de joueurs, de petites anecdotes, de stats par rapport au match, etc. Donc, je vous demande juste, lorsqu'il s'agit pardon, d'une question en rapidité, à donner votre prénom pour que voilà, je vous donne la parole et que vous puissiez donner votre réponse. Donc on va commencer par un joueur. Donc on recherche un joueur euh, formé à Nice. Châteauroux, Cercle Bruges, Stade Brestois. Je l'ai, Nico. Moise Hassen. Oh là 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 là, Mouez Hassen. Bien joué. Un Garde. point pour Nico. Tu l'avais Alric ou pas? Non, parce qu'en plus, j'ai le live qui a bugué à ce moment-là. Mais ok, non, je l'avais Aïe pas. aïe 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 aïe. Ah, l'excuse. Ah, bah ouais. La fourberie, la fourberie. Sampaoli. Non, mais je l'avais pas. Non. Alors, deuxième question, les gars. Là, on revient directement sur le match et on va se baser sur Dante, donc qui réalise un super début de saison après sa blessure. Il a établi un record lors de ce match, lequel? Je l'ai. 157 ballons touchés.
Ça fait 2 points pour Nico. Hein. Effectivement, donc la stat est la suivante, donc 157 ballons touchés. Donc c'est le défenseur qui a touché le plus de ballons depuis l'arrivée de Opta dans les stats en Ligue 1 lors de la saison 2006-2007. Donc c'est assez incroyable et en même temps, lorsqu'on connaît sa qualité technique pour un défenseur central, c'est même pas étonnant. Je crois Troisième que question. Melvin Barr en touche 120 aussi, ce qui est énorme pour un latéral gauche. Ah oui, 120 ballons, ah ça j'avais pas. Il me J'avais pas, semble j'avais quelque pas. chose comme ça, ouais, 110, 120, ce qui est énorme. Je trouve que ça m'a interpellé carrément. Troisième question. Au-delà de leur poste de gardien de but, quel est l'autre point commun cette saison entre Bizot et Benitez? Ah, Voilà. Alric, il porte le numéro 40. Bien, Alric, numéro 40 pour les deux joueurs, effectivement. Ce qui est assez rare malgré tout pour les gardiens de but. Question Titulaire en plus, donc titulaire, oui, c'est ça. Question sur Franco Nora. Donc formé à l'OGC Nice, donc il fallait bien qu'on fasse une question là-dessus. Donc c'est un joueur qui a démarré à Nice sous Claude Puel, qui a lancé énormément de jeunes, dont Franco Nora. À votre avis, donc là c'est pas une question de rapidité, combien a-t-il d'apparitions sous le maillot rouge et noir, Jérôme? pas beaucoup, je crois que c'est une dizaine, même pas, je crois. Alors, il faut un nombre précis, c'est très important. Alors, je crois que c'est même pas 10, donc je vais 8. Alric, 10. Nico, referme ta page Wikipédia s'il te plaît, donne-moi un nombre. Je vais regarder, moi je dis 9. Tu dis 9. Eh bien écoutez, Alric, tu remportes le deuxième point, puisqu'il s'agit de 20, en fait. Il a joué quand même 20 matchs au Ah Nora, oui, ah bah, du côté de Nice, donc toutes compétitions confondues. Ok, bah j'aurais pas dit autant. 2 points ouais, pour moi Alric, 2 points pour Nico. On va se déterminer enfin déterminer le vainqueur pardon, sur la dernière question. Donc Jérôme, c'était un plaisir, merci d'avoir participé. En tout cas, tu reviens quand tu veux. merci à vous de m'avoir invité, c'est sympa. Non, mais, on va finir le quiz. Question. Selon vous, qui de Steve Mounier ou d'Anthony Mounier a marqué le plus de buts en Ligue 1? Ah, Jérôme, Anthony Mounier, je pense. Alric, Alaric, je t'écoute. Steve Mounier du coup. Tu dis Steve Mounier Je dirais Steve Mounier moi. avec combien de buts? Une trentaine. 30. 30. Ouais. Et je pense que c'est lui, ouais. Il fait une grosse saison à Montpellier. Alors, t'as dit Ça va donc. sortir en Alric, Angleterre. Alric, tu dis Steve Mounier avec 30 buts. Ok. Nico, tu dis quoi? Ouais. Et du coup, je dis Anthony Mounier avec 31 buts. Eh bien, Oh putain. c'est Anthony Mounier. Oui. Anthony Mounier. Non, mais moi, j'ai absolument pas orienté la réponse. C'est Anthony Mounier. Donc là, c'était en Ligue 1. Alors, je sais pas si je l'ai précisé en quel cas. Anthony Mounier a marqué donc 29 buts en 212 apparitions, 40 passes décisives. Steve Oh Mounier, putain. 24 buts en 79 apparitions pour 8 passes décisives. Nico, il arrive dans l'émission, il prend le trophée, il prend le pourboire, il prend tout et puis il s'en va. Beaucoup de chance, beaucoup de chance. La dernière, honnêtement, si c'était Roland premier, j'aurais dit Steve Mounier sûrement. Donc, Bien vu, bien vu, bien vu. En tout cas, bravo, bravo Nico pour cette victoire. Et petite précision aussi, Alric, tu as perdu le quiz de Saint-Etienne, mais nous n'avons pas perdu. La malédiction s'est arrêtée. Ouais. Bah c'est bien. Mais bon, ça veut pas dire que j'accepte de perdre toutes les semaines, quoi. On verra le résultat contre 3. Mais si, on va passer à la dernière rubrique de l'émission. Donc là, on va se projeter justement sur les prochains matchs de nos équipes de cœur respectives. On va commencer par le stade brestois qui accueille Reims à domicile. Comment tu vois ce match, toi, Jérôme? Je suppose que tu t'attends enfin, tu espères une victoire naturellement, mais objectivement, comment tu vois ce match se goupiller?
Là, il y a la trêve internationale, donc déjà, il va y avoir temps pour que dans les têtes, ça change d'état d'esprit, que peut-être il y ait des petites réunions entre joueurs, c'est ce qui arrive souvent, hein. Parce que du coup, voilà, on arrive à la 10e journée, il va être temps de démarrer la saison à un moment ou à un autre, au moins empocher une victoire pour rentrer dans une spirale positive, parce que là, on est complètement dans une spirale négative. Donc voilà, ce match de Reims, c'est un petit peu le coup près. Donc pour démarrer la saison, contre une bonne équipe de Reims, hein, voilà, Reims c'est un qui est bon bien début de mieux champion. depuis quelques matchs et on a le sentiment Ouais, que la patte Garcia, Oscar Garcia, c'est ça, oui, commence à porter ses fruits d'ailleurs. C'est un pied de nez à l'AS Saint-Etienne d'ailleurs par rapport à ça. oui. Oui, oui, clairement, voilà, on va tomber contre une bonne équipe à domicile qui est en pleine confiance. Voilà, à nous de montrer qu'on a envie d'aller chercher la victoire. Comme je disais tout à l'heure en off, voilà, il faut aller chercher cette victoire, même en faisant un match de merde, quoi. Il faut vraiment aller chercher cette victoire aujourd'hui parce que autrement, ça mettrait, je pense, l'équipe et le club dans une très très mauvaise posture, sachant que voilà, bon, Saint-Étienne, on n'a pas gagné un match depuis justement Saint-Étienne au mois d'avril. Donc retrouver au moins le goût de la victoire contre Reims et mettre Saint-Étienne à 3 points derrière nous. Donc tu te positionnerais comment là sur ce match en termes de résultats si tu avais à pronostiquer Alors, je suis pas bon en pronostic, je me plante à chaque fois parce que j'interviens sur des radios aussi et souvent on me demande un pronostic à la fin, je ne donne jamais le bon. Donc ouais, je vais dire qu'il faut gagner ce match impérativement 1-0 avec voilà, un but à la dernière minute à la limite ou en début de match et puis tout le monde derrière après. Mais il le fameux faut but à la 92e du plat de l'oreille sur un corner quoi, on le prend quoi. ou de la couille droite, hein, c'est ce qu'on avait sorti un Au autre choix. un choix, voilà. Donc mais voilà, faut gagner ce match impérativement pour lancer notre saison. Les gars, concernant ce... Donc là, on va se positionner sur le déplacement de notre équipe de cœur du côté du stade de l'Aube à 3. 3 qui... alors, j'avoue que je n'ai même pas regardé le classement actuel. Je pense qu'en termes de points, ça doit être compliqué. Je vais regarder ça un peu en direct. 3 qui est 17ème, qui a une victoire pour 3 matchs nuls et 5 défaites. Mais Moi, quand c'est même, 17e. Ouais. 17ème, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais quand même qui est loué par ses intentions. Au même titre que Clermont, on a le sentiment que c'est une équipe qui essaie malgré tout de jouer avec ses joueurs, avec un recrutement intelligent, proportionnel aussi aux finances. Comment tu vois ce match, Nico, toi de ton côté euh, est-ce que ça peut être un match piège comme on l'a rencontré du côté de Lorient? Piège, je vais te dire que notre principal adversaire cette saison, ça va être Nice, tout simplement. Si on va être, si on sera capable de répondre présent, je pense pas qu'on puisse avoir de grosses difficultés face à 3, tout simplement parce que c'est une équipe joueuse et qu'on aime les équipes joueuses. Et que sans leur manquer de respect, individuellement, je leur trouve pas d'énormes qualités, donc je suis confiant, j'espère ne pas me tromper. Je m'attends à un match compliqué parce que c'est une équipe qui risque de nous bousculer, qui a de vraies intentions de jeu. D'ailleurs, c'est à souligner comme tu l'as fait et on apprécie. Mais je vois bien une petite victoire 2-0 on repart sur un clean sheet, un petit but d'Andy Delors et Amine Gouiri qui retrouve le chemin défilé rapidement. Donc allez, moi je dirais 2-0 avec un bon match encore une fois. J'espère juste que. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, pardon, c'est qu'on ne se prendra pas un retourné de David Gigliotti sur ce match. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Ah, je l'ai sorti le David Gigliotti, hein. Le mec, Ouais, non, sympa. à chaque fois qu'il mettait un retourné, c'était contre nous. Que ce soit avec 3 à Monaco, n'importe quel club, c'était abusé, quoi. Alaric. Zidane contre nous, mais c'était un joueur en bois. Un joueur en bois. Ah la vache. Les mots sont durs. En même temps, il a été formé à Monaco, hein, ça s'explique, hein.
Oui, c'est ce que je dis, c'est un joueur en bois. Ouais. Mais, ouais, non, contre ce match contre 3, bah déjà, ça va être l'occasion de prendre des repères parce on va rejouer à 3 dans le match à refaire contre Marseille. Donc, ce sera l'occasion de prendre nos repères sur ce terrain du stade de l'Aube. Ensuite, concernant l'adversaire, c'était une équipe effectivement, qui a des intentions de jeu, dans quelques matchs, je pense notamment à ce match contre Paris en début de saison, qui aurait mérité d'au moins marquer un but parce qu'il y a en tout cas collectivement, il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe. Laurent Batles fait du bon travail, donc ça va être une équipe qui va jouer, ça va être une équipe qui va poser des problèmes, mais on a tout à fait les armes pour répondre présent. Et si on est sérieux appliqué comme on l'a vu contre Saint-Etienne ou contre Brest samedi soir, on devrait s'en sortir avec les 3 points. Il faudra juste éviter de faire une entame comme contre l'Orient, parce que là, ça pourrait être plus compliqué. Mais non, je pense que l'OGC Nice pourra s'en sortir. Allez, je dirais peut-être ouais, 2-0. Allez, 2-0, parce que j'ai envie de voir le clean sheet qu'on n'a pas fait contre Brest et qu'on aurait largement mérité. Je sais pas si on se rend bien compte de la différence par rapport à l'année dernière. Là, on exige une victoire et on se dit, ah non, mais attends, le clean sheet quand même. Non, mais c'est important quand même le clean sheet. Non, mais on a vraiment des problèmes de riches cette année, les gars, non? On a tellement souffert, je trouve, Ah que bah. Ah oui. on mérite de manger du caviar. Franchement, on a tellement souffert Mais que au-delà du fait qu'on le mérite, l'équipe nous montre ça. c'est L'équipe ça, nous c'est montre exactement ça. ce dont on veut. Elle nous montre qu'elle est capable de ne pas prendre de but. Elle nous montre qu'elle est capable de se créer beaucoup d'occasions et d'en claquer 3 à 4. Donc c'est pour ça on voit vers le haut qu'on a ces problèmes de riches. Parce que l'année dernière, pourquoi on disait qu'on allait se faire rouster par Dijon? Parce qu'on voyait strictement rien. On Dijon, ne voyait Dijon, strictement rien. Dijon, ils ont fait 18 points, ils en ont pris 6 contre nous. Non, mais le scandale, quoi. Mais oui, 2 victoires, 3 victoires à la saison, 2 victoires contre nous. Cherche le problème. Ah, à vomir, à vomir. Donc, Et oui. oui, Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Alric, hein. On a le droit au bonheur et surtout, on a le droit L'équipe nous le d'être donne. exigeant, quoi. Enfin, D'être l'équipe nous donne exigeant tous les jours. avec cette équipe parce qu'on sent qu'elle a de la ouais, ressource et qu'elle est bien drivée, quoi, à la différence d'il y a quelques ouais, années. comme il dit, je pense qu'on n'est pas dans la fiction quand on espère une victoire avec un clean sheet, hein. Euh, euh, je pense que, comme l'a dit Aléric, c'est parce qu'on sait qu'on est capable qu'on espère telle chose. Donc, je pense qu'on risque de vivre une très très bonne saison. J'avais dit en début de saison, et je finirai là-dessus, que même lorsqu'on n'allait pas forcément remporter le match, on allait passer de bons moments avec cette équipe parce qu'elle dégage une énergie positive et tu as le sentiment qu'elle donne absolument tout. Que ce soit sur le banc avec les entraîneurs, avec les staffs, etc., ou que ce soit sur le terrain avec les joueurs et ceux qui rentrent. Et c'est ce qui se ressent de plus en plus chaque match. Donc c'est pour ça qu'on est, entre guillemets, si exigeant, parce qu'on sait qu'on peut s'attendre à quelque chose de beau à chaque match. C'est vrai que. Et parce qu'elle est bien entourée aussi. Elle est bien entourée. Elle a un super coach qui est rigoureux, qui laissera jamais les joueurs se reposer sur leur laurier. Il est dans l'esprit de compétition. Il impose l'esprit de compétition. Tu sais, j'ai beaucoup critiqué Patrick Vieira durant ces 30 mois à l'OGC Nice, mais il y a quelque chose qui revenait souvent dans ce qu'il disait quand il se plaignait. Il disait, mes joueurs ne sont pas dans l'esprit de compétition. Et c'est exactement ce qui nous manquait et c'est exactement ce qu'on a cette année. Ça ne Mais veut il pas dire l'était pour même. autant. Il était même pas lui dans l'esprit de compétition. Ah oui, c'est clair. On en prenait 18 contre Brighton en match amical. Il disait qu'il était content de la performance de ses joueurs. Donc à un moment Ah oui, donné, non, mais c'est pas pour ça, voilà, j'allais dire, c'est pas pour ça que je et le je sais. défends, hein. Non, et c'est pour ça que je te donne totalement raison dans ce que tu dis. C'est que tu sens très bien que les joueurs se ressentent à travers le discours de Galtier. Et moi, par exemple, j'étais au stade samedi soir. Je crois qu'à un moment donné, c'est Calvin Stengs. Je pense que je n'aurais pas aimé être à sa place dans le vestiaire parce que deux, trois fois, il se fait passer un contre un et ça crée un décalage. Et Galtier lui hurle dessus. Alors que dans le match, voilà, il fait un bon match. Mais il laisse rien au hasard. Chaque détail est important. Chaque action a son importance dans le match. Donc, comme tu dis, on est très très bien entouré et c'est une chance immense qu'on a d'avoir Christophe Galtier. Messieurs, Exactement. Je suis tout messieurs, à fait d'accord avec toi. messieurs, on va finir là-dessus. Merci de m'avoir accompagné pour cette émission. Alors, j'ai pas donné mon pronostic pour 3 Nice. Moi, ce sera un petit 2-0 et Brest-Reims. Je vois un partout, voilà, avec un petit but de Cardona
parce que voilà, ça me fait plaisir de mettre en avant ce joueur. Ouais, et Euh, j'espère que le latéral de Brestois a retrouvé son âme parce qu'il s'est fait martyriser par Lotomba. J'espère qu'il s'en remettra. Est-ce que c'est le fait qu'il se... J'espère aussi. Est-ce que c'est le fait qu'il se soit fait martyriser qui pose problème ou c'est le fait qu'il se soit fait martyriser par Lotomba, Alric? Oh non, qu'il se soit fait martyriser. Moi, je suis très content que Lotomba ait pu montrer enfin de quoi il est capable. Ouais, ouais, c'est vrai. Jérôme, bon, j'espère que Oui. t'as passé un bon moment. Je te souhaite, enfin, en tout cas, une très belle saison avec le Stade Brestois. On espère de meilleurs résultats et un maintien assuré rapidement. Alric, eh bien, merci d'avoir participé à cette émission encore une fois. Et puis Nico, bah, écoute, Merci à toi. pour une première, j'ai envie de dire, bah, masterclass, hein, ça vient, ça récupère le quiz. Merci pour tes analyses et ta pertinence. Tu reviens quand tu veux, Nico, en tout cas. Et quand tu m'invites, je réponds présent et je ferai en sorte d'arriver à l'heure cette fois-ci, de pas avoir de problème. Et j'apprécie parce qu'on pourrait dire que voilà, c'est le mec qui, en gros, qui tire un peu les ficelles qui a été à la bourre. Mais non, et j'en profite pour dire que pour le coup, je n'y étais pour rien. Voilà. Ah, insultez-moi, allez-y. Non, il y a aucun souci pour une première, je peux comprendre. On a été pris par le temps. Messieurs, je vous souhaite une très belle soirée. Merci aux personnes présentes sur le chat, Obi-Wan, Romain, Alex, Mathieu, qui c'est que j'ai oublié, Skito, merci pour ton sub également, Skito, Christophe, merci à la commu OGC Nice d'avoir été présente sur ce match. Je vous souhaite donc une très belle soirée, une bonne saison au Stade Brestois et puis nous on se retrouvera donc Bonne saison à vous aussi. dans 15 jours. Alors la date exacte ce sera donc le 25 octobre puisque le 23, il me semble que le match c'est le 23 ou le 24, je crois que c'est un match à 13h donc ça doit être le dimanche. Vous me coupez si je dis des bêtises. Mais en tout cas, nous, on se retrouvera sur Twitch le 25 octobre pour le 24, d'accord, le match est le 24 pour... Pas oui. Eh oui, eh ben écoute, on croise les doigts. Très bonne soirée à vous et puis merci encore pour votre participation. Issa Nissa. Allez, merci.